Alors on va commencer par expliquer ce que c'est que la grippe. La grippe est une maladie virale. Elle est causée par des virus qui appartiennent à une famille qui s'appelle les familles des orthomyxoviridae, qui est donc une famille qui est composée de virus qui a une affinité pour le mucus, d'où l'origine étymologique du nom de la famille. Et puis dans cette famille, on distingue en fait trois genres principaux qui sont les virus grippaux, et ces genres ou types ont été nommés ABC dans l'ordre de la découverte. 1933, on va dire chez l'homme pour le type A, 1940 pour le type B, 1947 pour le type C. C'est surtout sur le type A que portera le topo d'aujourd'hui. Ce virus est et comme les autres, deux autres d'ailleurs, est un virus qui est composé d'un génome à ARN, c'est-à-dire que c'est le support de son information génétique. Il est composé, c'est important pour ses propriétés de variation, par un génome qui est dissegmenté, c'est-à-dire qu'en fait on a ici 8 segments d'ARN qui est simple brun et qui portent le patrimoine génétique du virus. Et puis pour protéger ce patrimoine génétique, il y a un certain nombre de protéines. Les plus importantes dont je vais vous parler aujourd'hui sont les protéines qui sont à l'extérieur et qui sont en bleu ici, en rouge ici l'hémagglutinine d'une part, et d'autre part en bleu, pardon, ici en bleu, oui, la neuraminidase, dont il existe en fait plusieurs types. Actuellement, il circule au sein de la population humaine des virus de sous-type H1N1, les sous-types étant déterminés en fonction de la nature des glycoprotéines de surface. Et aux côtés des H1N1 circulent aussi des H3N2. Et depuis 2001, nous avons un mélange qui constitue à faire des virus H1N2. Je vais y revenir plus tard. Les virus B sont réputés être moins épidémiogènes, c'est-à-dire qu'ils sont moins capables de causer des épidémies importantes. Quant au virus C, leur épidémiologie est encore assez mal connue et tout le monde laisse un peu de côté. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'il mériterait d'être un peu plus étudié que ça. Mais d'un point de vue sur le plan de la santé publique, sur le plan des dynamiques de circulation, c'est sans doute le type A et ses sous-types qui sont les plus intéressants. Alors, la grippe chez l'homme, c'est une maladie, vous savez tous, hein, qui est récurrente, saisonnière, elle revient tous les ans. Ici, c'est une représentation de la mortalité par pneumonie et grippe, qui est une entité qui est surveillable. Et ce diagramme représente la mortalité par pneumonie et grippe dans 122 villes sentinelles qui permettent de suivre semaine par semaine la mortalité par pneumonie et grippe. Ici, ce sont les variations normales de mortalité, avec toujours un pic de mortalité par pneumonie et grippe, toute cause, toute étiologie, on va dire bactérienne et virale, qui est centrée sur l'hiver. Et ici, vous avez les différentes années. Et puis, lorsque vous avez un excès de mortalité, eh bien, vous avez la courbe qui dépasse les valeurs attendues. L'air qui est ici, sous chacune de ces courbes qui dépassent ce serpentin ici, permet de calculer ce qu'on appelle un excès de mortalité par pneumonie et grippe. Et sauf circonstances exceptionnelles, en fait, rien d'autre ne peut expliquer ces augmentations de mortalité très importantes que la circulation contemporaine de virus grippaux. Alors les virus grippaux, j'ai dit, il y a plusieurs types. Généralement, c'est le type A qui est le plus meurtrier. Et dans le type A, c'est le sous-type H3N2 qui cause en fait les surmortalités les plus importantes. Ici, vous voyez une épidémie importante d'H3N2 associée à une surmortalité qui peut être décalée de 3 semaines à un mois en 99-2000. Et puis, ici, l'année suivante, 2000-2001, qui correspond à une année où c'est le virus H1N1 qui a circulé au lieu du H3N2 précédemment. Et ce virus H1N1 s'attaque plutôt aux enfants et plutôt bénin. Et ici, on a plutôt même un déficit de mortalité. Donc vous voyez que la circulation des virus grippaux a un impact très important pour la santé du public, de la population générale, mais que la circulation de tel ou tel virus grippal n'est pas indifférente dans cet impact. Sur une année qui était celle qui était tout à fait à votre gauche sur la diapositive, vous aviez donc une toute petite année, une toute petite surmortalité. Et ça, ce sont les chiffres. Alors les chiffres de mortalité aux États-Unis sont assez précis. Pour les pneumonies et grippes, on estime qu'il y a eu en 1995 environ 83 000 décès,
dues à pneumonie et grippe. Alors là-dedans, il faut voir la part de la grippe qui était sans doute pas très importante à ce moment-là, mais globalement, en fait, pneumonie et grippe arrivent en 6e cause de mortalité aux États-Unis, qui est donc un pays développé. Alors, ces épidémies qui reviennent, quel est ce mécanisme? Alors, pour ceux qui étaient la semaine dernière, vous avez vu une version adaptée au cas général. On va voir ici au cas particulier de la grippe comment marche le système. Vous avez ici l'introduction d'un nouveau virus grippal. On va voir qu'à chaque fois qu'on a l'introduction d'un virus grippal, on a ce qu'on appelle une pandémie. Alors, en fait, pour la grippe, on a une pandémie tous les ans, parce que pandémie, ça veut dire que l'épidémie est partout sur le globe. Et la grippe, il y en a toujours quelque part sur le globe. Et une épidémie parcourt le globe tous les ans. Mais une pandémie, c'est un nouveau virus qui arrive et un nouveau virus qui était inconnu dans la population, qui va faire le tour du globe en à peu près 1 an et demi. Donc la pandémie va être importante, pas d'immunité préalable dans la population, surtout pas d'immunité humorale, et donc l'épidémie va être intense avec beaucoup de personnes infectées. Et puis, suite à l'épidémie, il va y avoir une augmentation globale de l'immunité de troupeau dont je vous ai parlé la dernière fois, l'immunité de la population qui va s'élever. Les sujets qui ont survécu à leur infection vont développer des anticorps qui vont être extrêmement efficaces pour se débarrasser du virus qu'ils ont rencontré. Et généralement, un virus particulier ne repasse pas 2 fois chez une personne immunocompétente. Et puis, au bout d'un certain temps, vous avez l'immunité de troupeau qui va un petit peu baisser. Et là, ça va être pour 2 raisons. D'une part, comme je disais la semaine dernière, vous allez avoir des enfants qui vont naître, donc une nouvelle population sensible qui va être introduite dans la population générale. Et puis, vous allez avoir le virus qui va essayer, alors c'est un petit peu anthropomorphique ce que je vous dis, on va voir les mécanismes, d'essayer d'échapper à cette immunité en variant. Et ces variations vont faire que l'adéquation entre les anticorps préexistants dans la population et nouveaux virus n'est pas parfaite. Et puis vous avez comme ça une répétition d'épidémies qui vont avoir lieu à intervalles plus ou moins réguliers, avec globalement quand même au fur et à mesure des passages du sous-type une tendance à l'augmentation globale de l'immunité, une tendance à la diminution globale des épidémies. Et puis vous allez avoir à un moment donné de nouveau l'introduction d'un nouveau virus, c'est un nouveau sous-type, puisque là on passe de HXNX à HYNY. Et là, on repart à 0 avec ici une immunité qui est inefficace contre le nouveau virus et une immunité qui va remonter. C'est le mécanisme de répétition des épidémies. Alors, quel est le mécanisme par lequel les virus peuvent échapper à l'immunité? Alors, dans le cas des virus grippaux, nous avons le cas d'un virus chez l'homme qui, pour le sous-type H3N2, qui est celui que je vais vous montrer ici, est un sous-type qui est, pour ce qui concerne sa protéine externe, extrêmement peu de diversité. Extrêmement peu de diversité parce que, nous avons ici ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, je vous en ai montré la semaine dernière, et cet arbre phylogénétique est intéressant et se retrouve certainement pas pour d'autres arbres que vous allez peut-être voir par la suite. C'est un arbre pour lequel, en fait, seul un lignage de virus va persister et donner naissance au prochain virus. Toutes les branches collatérales d'évolution vont être contre-sélectionnées, sans doute par compétition, et vous avez ici un arbre phylogénétique qui est extrêmement centré, ce qu'on appelle sur le tronc de l'arbre, vous voyez, et seul en fait, en haut de l'arbre, il y a une de ces branches cette année-là. Ici, vous avez les différentes années de 85 à 96, c'est été fait sur des virus récoltés donc d'octobre 85 à septembre 96. Et en fait, d'année en année, vous avez ce glissement génétique que vous voyez sur cet arbre, mais un glissement génétique qui, à chaque fois, ne prend en compte qu'une branche dominante qui va donner la suivante. Toutes les essais d'évolution parallèles sont éliminés. Et cette évolution est l'image, et lorsque c'est une publication qui est apparue dans PNS, faite par une équipe américaine, notamment par Walter Fitch. Et leur description montre qu'en fait, ici, il y a une sélection des mutations non synonymes, dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc des mutations qui vont s'exprimer au niveau de la structure antigénique de cette protéine de surface et qui vont entraîner une pression de sélection positive due à l'immunité
de la population. Alors ici, c'est la tendance à l'évolution du virus et on pourrait croire ici qu'en fonction des années, plus la pente est forte et plus l'évolution est importante. On a ici vers 92 une cassure dans la pente, mais cette cassure est sans doute attribuable au fait que depuis, le nombre de souches séquencées, le nombre de séquences connues est beaucoup plus grand. Donc ça doit être un artefact. Alors, quelle est la traduction pratique de cette évolution, de ce glissement génétique? Eh bien, ce glissement génétique, lorsqu'il est exprimé, lorsqu'il va toucher un site antigénique, va entraîner un glissement antigénique par accumulation de mutations ponctuelles. Et vous avez ici sur cette diapositive les trois catégories de virus que l'on trouve dans le vaccin antigrippal humain. Vous avez d'une part les deux virus de type A, H3N2 et H1N1, et le virus de type B. Ici, vous avez représenté les années entre 70 et 98, et ici, vous avez les différentes souches qui ont été incluses dans le vaccin. Alors, ces souches portent des noms souvent exotiques, Hong Kong 168, mais pas forcément, England 42-72, et vous voyez que de manière très régulière, la composition vaccinale a été changée, et est actuellement revue 2 fois par an, en février pour l'hémisphère nord et en septembre pour l'hémisphère sud. Et intuitivement, vous observez sur cette diapositive que eh bien, le virus H3N2 évolue tellement vite que cet escalier eh bien, est relativement raide. En revanche, le virus H1N1, réapparu accidentellement probablement en 1977, lui varie relativement peu et vous pouvez constater ici que les changements de composition vaccinale sont moins fréquents. Pour le type B, on a ici une évolution intermédiaire. Donc, ce mécanisme d'évolution génétique se traduit par une évolution antigénique et c'est l'antigène que va reconnaître les anticorps et c'est pour ça que le vaccin est adapté tous les ans. C'est l'évolution du virus. Alors, on a parlé du vaccin chez l'homme, combien de morts il a fait chaque année, le fait qu'il revient, le fait qu'il varie. Mais le centre du monde grippal n'est pas l'homme. Le centre du monde grippal, c'est l'oiseau aquatique sauvage et plus particulièrement les oiseaux aquatiques sauvages qui sont palmés, notamment l'ordre qui compte les canards et les oies. Et puis vous avez d'autres oiseaux importants, soit des espèces sédentaires de ces espèces sauvages migratrices, comme les canards par exemple, mais vous avez aussi des oiseaux extrêmement sensibles. Et une poule est aussi différente d'un canard que l'homme de l'éléphant pour les mammifères. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas deux oiseaux, ce sont deux oiseaux, mais ça appartient à deux ordres très très différents. La dinde et la poule ont une importance particulière, et spécialement en ce moment. Et puis vous avez des mammifères qui sont affectés. Les mammifères marins et le vison, ce sont des mammifères dont les populations ne sont pas assez importantes pour entretenir un lignage grippal dans leur propre espèce, et donc il n'y a pas d'évolution dans ces espèces-là. Les épidémies s'arrêtent, les épisodes aussi s'arrêtent, et le virus n'existe plus dans la population, dans ces populations-là. Mais chez d'autres mammifères, le cheval, le porc, l'homme, les virus sont capables de les infecter et ensuite de s'établir dans ces espèces et d'évoluer, comme nous avons vu pour le H3N2, qui est un virus aviaire. Alors, ici, c'est une diapositive un petit peu compliquée, mais c'est pour vous dire que les virus grippaux, on les retrouve dans au moins 12 des ordres, 12 des 50 ordres zoologiques d'oiseaux, avec deux ordres particulièrement importants. Celui qui regroupe les canards et les oies, celui-là représente sans doute les autres ancestraux des virus grippaux, avec une grande diversité ici de glycoprotéines de surface, donc de sous-types, avec 15 types d'hémagglutinine et 9 types de neuraminidase, qui doit donner un peu moins de 150 possibilités de sous-types, et puis les galliformes, donc les poules et les dindes, avec ici une diversité beaucoup moins grande des virus qui ont été rapportés chez ces espèces, mais des virus très particuliers, notamment H5 et H7, qui sont des sous-types qui peuvent causer les pestes aviaires aux côtés des virus de la maladie de Newcastle. En fait, tous les virus grippaux ont sans doute des ancêtres communs, mais l'évolution des différentes hémagglutinines, sans doute à partir d'un ancêtre commun, a été quand même assez importante dans le temps, depuis longtemps, pour que maintenant,
on reconnaisse, ici il y en a 14, mais on reconnaisse 15 types moléculaires et types sérologiques d'hémagglutinine. Alors l'évolution dans le réservoir animal de ces virus n'est pas du tout comparable à ce qu'on peut trouver chez l'hôte, on pourrait dire accidentel, ou l'hôte chez lequel le virus est venu s'installer, quel homme ou quel mammifère. Vous avez ici, à votre gauche, un arbre phylogénétique. Vous savez que, j'ai dit ça la semaine dernière, on aime bien faire les arbres généalogiques des virus quand on fait de l'évolution virale. Eh bien, cet arbre phylogénétique qui s'adresse pourtant à un gène qui code une protéine relativement peu variable, eh bien, varie au niveau du gène. Parce que les erreurs qui sont faites par l'enzyme qui va recopier, qui va photocopier le gène du virus, va commettre des erreurs. Et les erreurs, elles sont aussi bien commises par ces enzymes de photocopie, on va dire, des virus d'oiseaux, que par les enzymes des virus humains. Et la variation entre les virus se mesure par la distance horizontale. Ce qui est vertical, ça ne compte pas. Mais la distance entre un virus, c'est cette distance-là. Puis ensuite, avec celui-là, c'est cette distance-là. Et on ajoute les distances horizontales. Et globalement, vous observez que la taille de ces branches est à peu près identique que l'on s'adresse à des virus humains, des virus de porc ou des virus d'oiseaux. Sur les mêmes gènes. Mais lorsqu'on déduit la séquence en protéines codées par ces virus, on a une situation complètement contrastée entre ce que je vous ai représenté ici en bleu, qui est le cas des virus humains, où les branches horizontales sont finalement pratiquement aussi longues qu'au niveau nucléotidique, alors que chez les oiseaux, nous avons un écrasement complet de ces branches horizontales. Vous voyez, c'est ce que je vous ai mis en carré rouge, un écrasement complet de cet arbre, qui indique ici que, contrairement, c'est le mécanisme inverse à ce qu'on avait chez l'homme pour la sélection des virus humains qui vont changer, ici on a une contre-sélection des variants. On a une sélection négative. On a une sélection négative probablement parce que les virus qui varient, en fait, ont un désavantage par rapport à ceux qui ne varient pas au niveau de leur phénotype, alors que chez l'homme, c'est le contraire, puisque c'est un hôte qui n'est sans doute pas l'hôte ancestral. Quant au porc, qui n'est sans doute pas non plus l'hôte ancestral, la situation est plus proche de l'homme que de l'oiseau, avec une évolution moins rapide chez le porc, eu égard à la durée de vie du porc, qui est donc est susceptible d'avoir une mémoire immunitaire beaucoup moins grande. Et ça, comment l'explique-t-on? Vous avez ici une représentation en 3 dimensions de ce qu'on pourrait appeler la vitalité d'un virus. Un virus, ça va être un mélange de populations virales, et cette population virale, elle va muter au niveau de ses gènes, et elle va muter au hasard. Mais en fonction du milieu, vous allez avoir des mutations qui vont être avantageuses ou des mutations qui vont être désavantageuses. Au bout d'un moment de l'évolution, notamment chez les oiseaux, la représentation ici vous dit qu'on va représenter ici en 3 dimensions la vitalité. Plus vous êtes haut sur ces collines et plus vous avez une bonne vitalité, plus vous êtes adapté à votre environnement. Pour les virus d'oiseaux où on est très adapté, toute variation va entraîner une déviation de cette position, de cette adéquation entre le virus ou le génome du virus et son environnement. Et donc très vite, le virus va revenir vers son point. Très vite, la population virale va se distribuer autour de celle qui a la meilleure adaptation au milieu. Mais dans le cas de l'homme, si vous prenez un virus et vous lui changez complètement son milieu, soit par l'immunité, soit par changement d'hôte, vous allez tirer votre virus complètement dans la plaine ici, et le virus va avoir, c'est un mécanisme un peu général, à évoluer très vite pour retrouver quelque part un point d'équilibre avec son hôte. Et l'instabilité des virus humains est sans doute due au fait que l'introduction est récente et il y a en permanence une réintroduction de virus. On va le voir par certains mécanismes. Effectivement, nous avons vu que les virus grippaux pouvaient muter, pouvaient changer au niveau
de leur hémagglutinine. Leur hémagglutinine, je vous rappelle, c'est ici cette protéine qui est en vert, ici en forme triangulaire, et il change surtout à la partie la plus exposée, qui est la partie distale, ici, la partie la plus extérieure. Et change au niveau de site antigénique. Ici, c'est un site, c'est le haut du triangle, ici. Vous voyez, c'est la représentation. Ici, vous avez les sites antigéniques, le site B, le site A. Et ici, vous avez la poche réceptrice. Et la poche réceptrice, c'est la poche qui va, elle, aller s'attacher aux cellules. Et là, les variations au niveau de ce site récepteur ne vont pas avoir d'impact sur l'antigénicité, sur la façon dont les anticorps vont reconnaître le virus, mais on va avoir un impact sur la biologie du virus et sur sa capacité à reconnaître son récepteur. Et il se trouve qu'une mutation sur un acide aminé qu'on appelle 226, à l'intérieur de cette poche, va complètement changer l'affinité de ce virus pour ces récepteurs. Et les virus qui ont une leucine en position 226, la position de l'acide aminé c'est 226, vont reconnaître des récepteurs qui ont ce nom de code-là, acide sialique lié en alpha-2,6 pour tout vous dire, mais qui ont ce code-là, qui sont ici représentés en bleu, et qu'on trouve principalement chez les mammifères et exclusivement chez l'homme. Les virus qui vont avoir un autre acide aminé, la glutamine, dans cette même position, vont reconnaître un autre type de branchement d'acide sialique. Et ces acides sialiques-là, ces récepteurs rouges-là, on les trouve plutôt chez les oiseaux. Et ceci vous explique que par une mutation au bon endroit, eh bien, un virus peut acquérir, par une mutation, la possibilité de se fixer, pour un virus d'oiseau, tout d'un coup sur des virus de mammifères. Alors, bien sûr, cette propriété est une propriété qui est intéressante pour vous montrer qu'une mutation peut avoir une conséquence importante. Mais, excusez-moi, c'est une diapo en anglais, c'est passé ça, il y a un autre mécanisme de variation beaucoup plus spectaculaire des virus grippaux, qui est le réassortiment et qui est lié à leur génome segmenté. C'est fait qu'ils aient 8 ARN, 8 morceaux de génome séparés. Et voilà comment on pense que les 2 dernières pandémies en date sont arrivées par l'introduction d'un nouveau virus. Partons d'un virus humain, ici que j'ai représenté complètement en blanc, avec ses 8 segments à l'intérieur. Admettons que ce virus, capable d'affecter le porc, est aussi infecté par un virus de canard qui, en fait, au cours d'une co-infection probablement chez le porc, va entraîner la co-infection par 2 virus, et au moment où le virus va se former, il va se former des particules qui vont emprunter à la fois, et on pense que ce virus-là a emprunté 5 segments au virus humain représentés en blanc, notamment les segments d'adaptation à l'espèce humaine, qui permettent de bien se multiplier chez l'homme, le moteur on va dire, mais on pris 3 gènes du canard en bleu ici, notamment le 4 et le 6 qui codent les antigènes de surface. Donc le virus a pris le moteur humain pour bien se multiplier chez l'homme, mais c'est déguisé. Ici, vous voyez, à l'extérieur, il est ouvert par un manteau oiseau qui fait que eh bien, les anticorps préexistants contre le virus blanc étaient inopérants contre ce virus bleu. Et donc l'apparition de ce virus a fait passer du sous-type H1N1 au sous-type H2N2, causant la pandémie de grippe asiatique. Alors, je vais accélérer un petit peu. Il s'est passé la même chose en 68. Ici, un virus jaune de canard qui a, lors d'une co-infection avec celui-là, donné un virus là, qui est doublement hybride et qui a emprunté, qui a toujours 5 gènes du virus humain, gardé un gène, le N2, du virus précédent, donné par le canard en bleu ici, et pris 2 gènes, dont l'hémagglutinine, pour donner un virus H3N2 qui a aussi créé une pandémie. C'est quoi le big deal d'une pandémie? Et le big deal d'une pandémie, c'est qu'au bas mot, ici ce sont des estimations un petit peu hautes de la part de John Oxford, mais c'est une estimation un petit peu haute. En gros, c'est au minimum 1 million de morts en 18 mois. Et donc, l'arrivée d'un nouveau sous-type est un problème, sans parler bien sûr de la grippe espagnole, dont vous savez tous qu'elle a été particulièrement meurtrière. Alors, qu'est-ce qui se passe en Asie pour terminer maintenant? D'abord, des choses un petit peu curieuses. Théoriquement, vous voyez, c'est un perroquet du zoo de Phnom Penh. Et la première chose que nos collègues à Phnom Penh ont remarqué, c'est qu'il y avait des choses insolites et des morts d'oiseaux. Mais normalement,
la famille les oiseaux de la famille des perroquets, des perruches, ne meurent pas de leur infection grippale, mais là, on a un changement complet. Les espèces, normalement sensibles à l'infection, mais résistants aux effets de la maladie, eh bien, mourraient. Alors, il se passe que l'épisode aussi, en Asie et partout, ce sont des statistiques de février. En gros, on a un arc qui part de la Corée en passant par la Chine vers le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Et on peut dire que cette épidémie est pratiquement incontrôlable. En tous les cas, elle est incontrôlée depuis qu'elle a commencé fin 2003. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme virus? C'est un petit peu compliqué ici, mais vous avez ici le génotype du virus qui avait causé les cas de la grippe du poulet à Hong Kong en 1997. Et ces virus se sont un peu réassortis. Vous voyez, ça, c'est différents segments de différentes couleurs. Ils sont réassortis avec plein d'autres virus qui ont circulé dans les oiseaux de la faune sauvage. Et en fait, l'évolution de ces différents génotypes est arrivée à un génotype fixé pour l'instant, qui est le génotype Z. Et c'est celui-là qui a inondé et qui inonde actuellement les élevages d'oiseaux domestiques, mais également de la faune sauvage en Asie du Sud-Est. Alors, ce qui est préoccupant, c'est que sur tous ces cas, eh bien, dans 2 pays, on a des cas humains associés, avec pour l'instant, et à la fin du mois de septembre, 43 cas confirmés, dont 31 morts, ce qui fait un taux de létalité très important. Ce qui est inquiétant, c'est que nous avons d'abord une première vague, ici en bleu, Nord et Sud Vietnam, une première vague en Thaïlande, et puis à partir de juillet, de nouveau, une nouvelle vague, ici représentée en jaune, de cas de transmission de l'oiseau à l'homme. Alors ces cas sont assez sporadiques, je vais accélérer, mais on se demande est-ce que le porc, vous avez peut-être entendu parler du porc, lui ne pourrait pas non plus accélérer ce passage et reproduire ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors bien sûr, on comprend que le porc est sensible aux virus d'oiseaux, que ces virus sont excrétés dans le tube digestif, dans le cloaque notamment, et vous voyez que du troufion de l'oie au groin du porc, la distance n'est pas très grande et on comprend mal que les porcs n'aient pas encore été beaucoup plus infectés par le virus que ça. Sans doute, peu de prélèvements ont été faits. Ça, c'était au Cambodge. Alors, je vais aller vite. L'idée, c'est qu'il y a une modélisation qui a été faite sur le risque de réassortiment par une équipe menée par un Anglais qui s'appelle Roy Anderson, qui a fait beaucoup de modélisation, notamment sur le sida au départ. Et lui, il a dit, on va essayer de donner un outil intéressant aux virologistes et à ceux qui surveillent. Et il a dit la chose suivante. Si une épidémie humaine dure environ 12 semaines dans une région, si environ 10% de la population sur cette période est infectée, ce qui est des chiffres un petit peu élevés, un petit peu pessimistes, mais qui sont réalistes, et si la co-infection par un virus aviaire pendant la phase précoce de l'infection humaine est de 1 jour, alors voilà le pourcentage de la population qui est capable d'abriter une situation de co-infection chez l'homme. Là, c'est l'homme qui fait le porc. Et on dit, voilà, quelle est la probabilité, quel est le risque du réassortiment, ou la probabilité de réassortiment. Si on a 600 cas, on a une chance sur 2 que le réassortiment se passe. On n'en était pas à 600 cas. Vous avez vu, ils ont fait une autre estimation sur 45 cas. On a 5% de risque de réassortiment. En fait, on était réellement à 34 cas. Le risque de réassortiment, c'est 4%. C'est pas beaucoup, c'est pas 50, mais c'est pas 0. Donc le risque est bien réel. Et l'autre chose qui nous dit, pour l'instant, le virus, il n'est pas capable de causer du tout une épidémie. Si on prend un cas possible de transmission interhumaine dans une famille au Vietnam, on ne parle pas des derniers cas de la deuxième phase, le taux de transmission que vous avez présenté la dernière fois, si c'est moins de 1, l'épidémie ne prend pas, dans l'état actuel du virus. Et là, on a des virus qui sont des petits joueurs, 0,06. Mais il nous dit, si vous voulez regarder les génotypes, c'est compliqué de regarder tout ce que je vous ai montré. En fait, il nous dit, si au lieu de regarder le nombre total de cas, et si vous avez 100 cas, vous n'allez pas étudier en détail les 100 virus tout de suite, parce qu'il faut aller vite. Il nous dit, si vous avez 60 cas, eh bien, si vous avez un nombre de cas supérieur à 3 dans un groupement de cas, ça veut dire que là, il se passe quelque chose. Et que si vous avez un endroit où vous devez aller analyser le virus, c'est là, précisément, où la taille du nombre de malades attendus, qui n'est pas très élevé. Alors si on passe à 80,
Alors, il a fait différentes hypothèses de taux de transmission qui peuvent varier. Et bien comme ça donne une indication où aller faire les recherches virologiques en premier. Alors, la réponse internationale se fait à travers les grandes organisations internationales. Je vais passer. Bien sûr, l'intervention internationale va se prolonger par une action au niveau national et même au niveau régional. Avec ici, vous voyez, au Cambodge en février, il n'y avait pas de cas humains. La première chose que vous allez éviter de faire, c'est d'exposer les gens qui vont supprimer les poulets à des grandes quantités de virus pour éviter d'avoir les premiers cas dus à vos actions de prévention. Et donc là, c'était une séance d'entraînement dans un institut vétérinaire pour apprendre aux techniciens vétérinaires à porter des masques et tout ce qu'il fallait pour les protéger, pour aller tuer les poules infectées. Alors, à côté de la mission OMS, eh bien, nous avons aussi pu aider au Cambodge, parce que parallèlement à la mission OMS, il y a sur place un Institut Pasteur. L'Institut Pasteur du Cambodge qui a une expertise très grande dans le domaine virologique avec des techniques qui sont bien au point, notamment les techniques les plus modernes. Et donc un transfert, je dirais, de but en blanc du soir au matin a fait que bien très vite, le diagnostic a pu être fait de manière très très fine à l'Institut Pasteur de Phnom Penh. Mais donc ils avaient tout pour faire, mais ils ont quand même des ressources limitées. Et là, il y a une technicienne de l'Institut Pasteur qui est partie avec moi et elle a traité des prélèvements. Donc elle est venue aussi apporter des bras parce que quelquefois c'est ça aussi. Il faut mettre la main à la pâte pour faire rapidement le diagnostic. Parce que souvent les prélèvements sont envoyés à distance et il faut environ 3 semaines. Entre le temps où on fait des papiers, qu'on a la carboglace, que les prélèvements arrivent, soient dédouanés, etc. Et 3 semaines, ça peut être long. Il peut être très important d'avoir un diagnostic qui soit fait dans les 12 heures et même dans la demi-journée sur place. Alors, je vais conclure ici sur mon topo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Eh bien, pour l'instant, ce qu'on peut faire chez les oiseaux, c'est l'abattage massif. Quand on arrive à plus de 100 millions de poulets globalement tués. Il y a un moment où il faut arrêter parce que ça pose des problèmes environnementaux, ça pose des problèmes économiques, c'est une source de protéines très importante. Et donc, il va falloir peut-être réfléchir à d'autres situations de maîtrise. La vaccination est autorisée dans certains pays, comme l'Indonésie, pour les oiseaux. Elle n'est pas autorisée dans d'autres pays, comme la Thaïlande. Et donc là, effectivement, c'est une décision difficile à prendre. Chez l'homme, ce qu'on peut essayer de faire, c'est en attendant d'avoir un vaccin, c'est de vacciner contre les virus de grippe A, de manière à ce que l'homme ne soit pas le lieu de réassortiment. Quant à la chimiothérapie et la chimioprophylaxie, il a été annoncé par le ministre de la Santé que la France avait commandé un antiviral qui est spécifique des virus grippaux. Alors, pour l'instant, la pandémie grippale qui vient de l'Asie, on n'y est pas. On est de ce que je vous ai beaucoup parlé la semaine dernière, c'est-à-dire dans cette phase d'introduction où vous avez des cas zoonotiques, soit des cas de transmission de l'animal à l'homme, sporadiques, sans chaîne de transmission interhumaine, éventuellement des foyers familiaux. On n'est pas encore passé à la phase de diffusion et on est encore loin de la phase d'amplification. Mais une fois qu'on sera arrivé là, il y aura un point de non-retour. Donc si on doit faire quelque chose, et on peut le faire maintenant, c'est là et c'est tout le sujet de la rapidité de l'intervention. Bien, je pense qu'on peut remercier Jean-Claude Maniguera. Et donc, nous allons accueillir maintenant Françoise Barré-Senoussi pour un nouveau exposé. Donc, après son exposé, on pourra donc poser des questions et faire des commentaires. À tout de suite. Oui, donc nous allons changer d'épidémie et cette fois non plus parler d'une épidémie saisonnière, mais d'une épidémie qui dure depuis plus de 20 ans. Et je vais essayer en quelques minutes de vous faire l'état de nos connaissances aujourd'hui, l'état aussi de nos méconnaissances par rapport à cette épidémie de VIH-Sida. Je tiens d'abord à m'excuser parce que certaines de mes diapositives sont malheureusement en anglais. Néanmoins, bien sûr, je vais les traduire au fur et à mesure et ça ne sera pas très difficile puisque certains mots sont identiques.
Le VIH, la maladie sida elle-même, vous savez qu'en fait, elle a été identifiée tout d'abord aux États-Unis en 1981, et puis 2 années plus tard, à l'Institut Pasteur de Paris, nous identifions l'agent responsable de cette nouvelle épidémie que nous avons appelée à l'époque tout d'abord le LAV, puis plus tard, ce virus a été appelé VIH1 ou HIV1 en anglais. On sait aujourd'hui que ce virus HIV1 est la cause majeure de l'épidémie mondiale de VIH-Sida. Et cette épidémie, malheureusement, elle est toujours en vie, elle est loin d'être encore dans son agonie, puisque vous voyez sur cette diapositive que j'ai empruntée à l'ONU-SIDA, à l'OMS, qu'à la fin de l'année 2003, on estimait qu'il y avait 46 millions dans le monde de personnes porteurs de ce virus VIH-Sida. Alors bien sûr, la situation épidémiologique n'est pas la même selon les régions du monde. Vous avez tous entendu parler de la situation, bien sûr, catastrophique de l'épidémie en Afrique, avec entre 25 et 30 millions de personnes porteuses de virus en Afrique, avec des différences néanmoins selon les pays africains. Mais on assiste depuis ces dernières années à une épidémie qui est croissante en Asie du Sud-Est, avec la Thaïlande où dans le début des années 90, le VIH, l'infection VIH a été identifiée, l'épidémie a été reconnue en Thaïlande. C'est aussi dans les années 90, début des années 90, que le virus a été identifié chez quelques individus au Vietnam et au Cambodge. Depuis, cette épidémie est galopante dans toute la région asiatique. On parle beaucoup en ce moment de la Chine et de l'Inde. Et vous imaginez aisément avec la population de ces pays combien une infection de ce type, qui est transmise majoritairement par voie sexuelle, peut flamber dans des pays comme ceux-là. On parle moins et pourtant la situation devient aussi extrêmement alarmante à l'Europe de l'Est et Europe centrale, l'Europe de l'Est avec une situation dont on parle peu, avec un engagement politique faible en Russie, où malheureusement on voit une situation devenir de plus en plus grave sans réelle intervention, en tous les cas efficace dans cette région d'Europe. On estime aujourd'hui qu'il y a encore chaque jour 14 000 personnes qui sont infectées par le VIH dans le monde. Plus de 95% des cas d'infection sont dans des pays en voie de développement. Alors, quand on dit cela, souvent les pays du Nord se disent « bon, finalement, l'épidémie a reculé dans nos propres pays, ça touche les pays les plus pauvres ». On s'aperçoit qu'il y a un désintérêt par rapport à cette épidémie de VIH-Sida, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Pourtant, il ne faut pas se leurrer, comme toute maladie sexuellement transmissible, cette épidémie, si on n'utilise pas les modes de prévention bien connus, eh bien, elle va reprendre, et on sait déjà qu'elle a tendance à reprendre dans certaines populations de nos pays du Nord, en particulier chez les jeunes, où il y a en ce moment une inquiétude avec une baisse de vigilance sur la prévention, probablement liée avec, je dirais, tout ce que l'on sait en matière de thérapeutique de l'infection VIH et avec une certaine information qui pense que finalement par rapport au sida, tout est réglé aujourd'hui. Il n'en est rien et il faut rester extrêmement vigilant car même si c'est vrai qu'en ce moment on a une épidémie un petit peu moins forte dans les pays du Nord,
il faut se dire que ça pourrait être une épidémie, cette fois-ci réémergente dans quelques années, car la thérapeutique, j'en parlerai tout à l'heure, n'est quand même pas une solution de guérison aujourd'hui contre cette maladie sida. Vous voyez aussi sur cette diapositive, je traduis en même temps, qu'il y a 2000 enfants chaque jour dans le monde de moins de 15 ans qui sont infectés par le VIH-Sida, par leur maman. Il y a environ 12 000 personnes entre l'âge de 15 à 49 ans qui sont infectées chaque jour par le VIH-Sida, ce qui pose un problème économique terrible pour les pays les plus pauvres, comme vous pouvez l'imaginer, puisque c'est la tranche d'âge de personnes qui travaillent. Alors, très rapidement, quelques estimations concernant l'impact du VIH-Sida sur le taux de mortalité chez les moins de 5 ans dans certains pays africains, une estimation faite en 2010. Vous voyez sur cette diapositive qu'au Botswana, par exemple, Botswana, qu'on appelle le pays riche de l'Afrique, puisqu'on l'appelle la petite Suisse de l'Afrique, c'est un pays africain particulièrement florissant, et bien même dans ce pays, au Botswana, on sait aujourd'hui que 40% de la population générale du Botswana est porteuse du VIH. Et pourtant, c'est un pays qui, étant donné son économie, a mis à disposition de la population la prévention de la transmission de la maman à l'enfant par des traitements. C'est un pays où on a commencé à traiter par des antirétroviraux. Malheureusement, je dirais, on a commencé un petit peu trop tard, étant donné que la population est très fortement touchée. Et vous voyez l'augmentation prévue en 2010 de la mortalité par rapport à une situation sans VIH-Sida. Vous voyez dans d'autres pays, je ne vais pas citer tous les pays, mais vous voyez que tous les pays africains ont fortement une mortalité très augmentée par ces infections à VIH. Ici, le Zimbabwe, avec une grande différence sans VIH-Sida, avec VIH-Sida, de la mortalité des enfants. En France, en 2001, on estimait qu'il y avait 25 000 personnes qui vivaient avec la maladie sida à proprement parler, et que 40 000 personnes étaient décédées depuis le début de l'épidémie sida. Le nombre de nouveaux cas de sida en 2001, premièrement, on voyait que 50% en 2001, et c'est toujours à peu près cela aujourd'hui en 2004, 50% des nouvelles infections étaient des infections par voie hétérosexuelle. Par voie sexuelle hétérosexuelle. Bien sûr, un autre gros problème des infections par le VIH, c'est la drogue et la transmission, cette fois-ci, par voie intraveineuse, mais un nombre de nouveaux cas d'infection, majoritairement quand même hétérosexuels, à noter. Bien sûr, il y a des cas d'infection qui sont liés à la présence en France, comme dans d'autres pays européens, de patients originaires d'Afrique. Et puis, les estimations en 2001, et elles sont toujours aujourd'hui autour de entre 100 et 150 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida en France. Avec des enquêtes en ce moment auprès des populations jeunes qui, comme je le disais tout à l'heure, donne des chiffres un tout petit peu inquiétants sur le nombre de cas de nouvelles infections chez des jeunes. Alors bien sûr, si en France, mais comme dans la plupart des pays du Nord, nous avons vu une amélioration avec une diminution du nombre de cas d'infection et de cas de maladie sida à proprement parler, vous voyez ici les courbes d'évolution de personnes vivant avec le VIH.
de personnes décédées avec le VIH. Et vous voyez surtout qu'il y a une augmentation toujours croissante de personnes vivant avec le VIH au cours des années. Par contre, on voit un nombre décroissant de personnes qui décèdent du sida. Et en fait, nous savons très bien que cette décroissance, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'utilisation depuis le début des années 90 au traitement par des antirétroviraux qui prolongent de façon très significative la vie des malades qui vivent avec le VIH-Sida. Les voies de transmission sont extrêmement bien connues, sexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles, majoritairement. Les transmissions sanguines avec aujourd'hui le problème de la toxicomanie qui reste un gros problème dans le monde entier. Ça reste un problème dans nos pays riches, mais c'est un problème aussi dans les pays les plus pauvres. Au Vietnam, par exemple, en Vietnam du Sud, au début de l'épidémie, 90% des cas d'infection VIH à Ho Chi Minh City, à Ho Chi Minh, Saigon, étaient étaient chez les drogués. Donc c'est un gros problème, la toxicomanie. C'est un problème dans les pays riches, mais aussi un problème dans les pays pauvres. Ce n'est pas le problème majeur de l'Afrique, où l'Afrique, par contre, c'est avant tout une transmission du virus par voie hétérosexuelle. La transmission du virus de la maman à l'enfant, alors là aussi, aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès avec les traitements, puisque avec les thérapeutiques, on peut prévenir la transmission prépartum et perpartum du virus de la maman à l'enfant. Reste le problème de l'allaitement maternel. Alors là aussi, dans les pays riches, l'allaitement n'est pas recommandé et n'est pas utilisé chez les mamans. Par contre, ça reste un gros problème dans les pays du Sud, où l'allaitement est régulièrement utilisé par les mamans. Quels sont les facteurs qui augmentent le risque de la transmission sexuelle du VIH? Alors ces facteurs sont très schématiquement présentés sur cette diapositive. On sait qu'un patient qui a des lymphocytes T4, ces globules blancs CD4 inférieurs à 200 dans son sang circulant, ou une charge virale, une quantité de virus circulante dans son sang élevée, eh bien, il sera beaucoup plus infectieux. C'est une certaine logique, plus il y a de virus qui circulent chez quelqu'un, plus cette personne, bien sûr, y compris par voie sexuelle, va transmettre le virus, car ceci est vrai au niveau du sang, mais des études ont été faites aussi pour mesurer la quantité de virus dans les sécrétions génitales, et on sait que la quantité de virus est élevée chez des patients qui ont une charge virale plasmatique également élevée. En période de ce qu'on appelle la primo-infection, c'est-à-dire la période après exposition au virus, avant l'apparition des anticorps, où on sait que la quantité, la réplication, la multiplication du virus est importante, et bien dans cette période-là, bien sûr, puisque la quantité de virus circulante est élevée, la personne va être beaucoup plus infectieuse. Enfin, là aussi, mais je dirais que ce point-là, je l'associe aux deux précédents. Plus la quantité de virus est élevée au niveau du sang et moins la personne a de lymphocytes CT4, plus elle a des chances de développer des infections opportunistes qui sont associées à l'infection VIH, et donc cette personne est plus contagieuse. Il y a d'autres facteurs de risque, d'autres infections. Par exemple, les infections par le virus herpès de type 2, on sait que c'est un risque supplémentaire pour qu'il y ait transmission sexuelle du virus du sida. Toute lésion génitale, bien sûr, va favoriser la pénétration du virus par voie sexuelle.
Les rapports sexuels pendant les règles aussi ont été décrits comme étant un facteur de risque, ainsi que des segments lors du rapport sexuel. Alors, d'un point de vue recherche maintenant, quelles ont été les principales grandes étapes de découverte au cours de ces 23 années depuis l'identification du virus VIH1 en 1983. Premièrement, très vite, on s'est aperçu que ce virus rentrait dans certaines catégories de cellules, plus particulièrement ces globules blancs qu'on appelle les lymphocytes TCD4+, et qu'il pénétrait, qu'il infectait préférentiellement ces cellules, car il reconnaissait un récepteur à la surface de ces cellules qu'on appelle la molécule CD4. Très vite aussi, après la découverte du virus, on s'est aperçu que ce virus était hautement variable avec des virus tous distincts les uns les autres, à savoir que lorsqu'on étudiait le virus d'un patient et qu'on comparait ce virus-là à un virus d'un autre patient, eh bien on s'apercevait que le virus n'était pas entièrement identique et les choses, au fur et à mesure des années, se sont encore compliquées puisque l'on sait très bien aujourd'hui qu'une personne qui est porteuse du virus du sida n'est pas porteuse d'un seul virus du sida, mais est porteur d'une population de virus légèrement distincts les uns les autres. Donc une très haute diversité, variabilité de ce virus du sida. Très vite aussi, dès 1986, étaient identifiés des virus similaires et proches génétiquement parlant chez les singes. Par homologie, nous les avons appelés à l'époque les virus SIV. Et à peu près à la même époque de la description des virus SIV, a été décrit un deuxième virus chez les patients qui présentaient cliniquement parlant un sida. Et ce virus, il s'était avéré faire partie de la même famille que le VIH1, mais génétiquement éloigné, avec 50% en moins de différence, génétiquement parlant, du premier virus. Et c'est ce que nous avons appelé le deuxième sous-type de VIH, le VIH2 ou HIV2 en anglais. Donc toute une première période, je dirais, de recherche assez intensive qui ont abouti à démontrer que le virus lui-même était responsable de cette maladie sida, qui ont abouti à la mise en place de tests de diagnostic de l'infection VIH qui ont été utilisés à large échelle dès 1985, qui ont abouti aussi à la reconnaissance d'une épidémie globale au niveau mondial dès 1985 de cette infection VIH-Sida. Entre-temps, bien sûr, la recherche a progressé. Il n'y a pas eu un trou comme le montre ma diapositive ici. J'ai simplement essayé de montrer sur cette diapositive les découvertes qui ont permis de faire avancer la recherche et surtout la prise en charge thérapeutique des patients. Dans cette période-là, il y a eu un certain nombre de découvertes qui ont permis de quantifier le virus dans le sang. Ça, c'est un point important car maintenant, on peut suivre l'efficacité des traitements en mesurant directement la quantité de virus dans le plasma des personnes traitées. Vous voyez aussi sur cette diapositive que très tôt aussi, dès 1986, ont été essayés des antirétroviraux. Je dirais même avant 1986, puisque dès 1984, à l'Institut Pasteur, en fait, nous avons essayé des inhibiteurs de l'enzyme nécessaire à la réplication de ces virus, sans trop de succès avec l'inhibiteur que nous avons essayé à l'époque. Et quelques années plus tard, en 85, une molécule s'est avérée donner des résultats médiocres, a-t-on vu plus tard, mais cette molécule est toujours utilisée aujourd'hui. C'est cette fameuse molécule que l'on appelle AZT ou encore zidovudine. Les résultats se sont avérés médiocres. Pourquoi ? Très vite aussi, dès la fin des années 80, on s'est aperçu qu'il y avait des phénomènes d'échappement du virus
à la drogue, aux médicaments, à cause d'un phénomène de résistance au traitement. C'est un point qui reste important aujourd'hui dans tous les traitements de cette infection par le virus du VIH-Sida. Très tôt aussi, a commencé dès la moitié des années 80, la recherche vaccinale. Recherche vaccinale, j'en dirai 2 mots à la fin, qui, il faut bien le reconnaître, encore aujourd'hui est un échec total. Au début des années 90, ont été reconnus, on avait reconnu la diversité du virus très vite, mais on a commencé à la classifier, à classer ces virus au début des années 90. J'en dirai un mot dans un instant, en les classant par groupe, par sous-type. Un nouveau groupe de virus a été identifié en 1995, en collaboration d'ailleurs avec des équipes en Afrique. Ce virus, et on l'appelle le groupe O de HIV1. Et très vite aussi, à la moitié des années 90, on s'est aperçu qu'on aurait fort à faire avec ce virus VIH. Jean-Claude parlait tout à l'heure des réarrangements pour le virus de la grippe. Là aussi, on est dans une situation où lorsqu'il y a des co-infections, apparaissent de nouveaux virus VIH1 qui sont liés à des co-infections chez l'homme par des virus VIH1 légèrement différents. Et donc, il y a émergence de nouveaux virus que l'on appelle des virus recombinants. À la moitié des années 90, a été identifié, nous avions identifié en 83, 84 le récepteur majeur du VIH1. On se doutait qu'il fallait d'autres molécules pour que le virus puisse rentrer dans les cellules cibles. Eh bien, ces molécules, il a fallu attendre la moitié des années 90 pour qu'elles soient découvertes. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui les corécepteurs du VIH. D'autres virus ont été identifiés. Un autre groupe de VIH1 que nous avons identifié en collaboration avec le Centre Pasteur de Yaoundé à la fin des années 90. Et peu après, des arguments de plus en plus forts pour penser que ce virus, en fait, un petit peu là aussi comme le virus de la grippe, provient d'une zoonose à l'origine de ces infections VIH. Donc, énormément d'accumulation de connaissances sur le virus. Je pense que le VIH compte parmi les virus probablement les mieux connus en tant que virus particule virale. On connaît bien ses cibles, on connaît bien son cycle de réplication, ce qui a permis de développer des thérapeutiques. Néanmoins, on connaît encore assez mal, et je y reviendrai dans quelques instants, les interactions du virus avec les cellules de l'hôte et surtout, pourquoi cette infection aboutit à la perte de la défense immunitaire de l'hôte. Ce virus, le voilà, lui aussi, comme les virus dont parlait Jean-Claude, c'est un virus enveloppé. Avec une glycoprotéine d'enveloppe de surface, la GP120 du VIH1, une protéine transmembranaire. Ces enveloppes sont ancrées dans une membrane qui est en fait la membrane de la cellule dans laquelle le virus s'est multiplié et de laquelle il va se détacher. Ce virus est constitué d'une protéine de la matrice qui tapisse toute la particule virale, et puis à l'intérieur du virion, on trouve des protéines de la capside, celle qui constitue la capside virale, et à l'intérieur de cette capside, c'est là que l'on retrouve l'acide nucléique du virus, deux molécules d'ARN identiques. Ces molécules d'ARN identiques sont associées, elles aussi, à des protéines virales. Entre autres, parmi les protéines virales que l'on retrouve associées, ce sont toutes les enzymes qui sont nécessaires à la réplication, à la multiplication de ce virus. C'est notamment
cette fameuse transcriptase inverse qui va permettre de copier l'ARN du virus en ADN. Et c'est ce qui caractérise cette grande famille que l'on appelle les rétrovirus, auxquels ce virus appartient. Et plus spécifiquement, il appartient à une famille, une sous-famille que l'on appelle les lentivirus, pour des virus qui provoquent des maladies à évolution extrêmement lente, comme c'est le cas du virus du sida, ce qui permet à cette épidémie sida, je dirais, on n'est pas dans le cadre d'une infection qui va provoquer rapidement la mort. Donc les personnes qui sont porteuses de cette infection peuvent transmettre pendant très longtemps, puisque sans aucun traitement, on estime que depuis l'exposition au virus jusqu'à malheureusement la mort de la personne s'écoule en moyenne 10 à 15 ans selon l'individu, sans aucun traitement. Ces protéines du virus, elles proviennent de son matériel génétique. Son matériel génétique, il a une organisation assez classique pour cette famille des rétrovirus et assez classique pour la famille des lentivirus plus particulièrement. Et c'est la connaissance de ce matériel génétique qui a permis de le classer définitivement dans la sous-famille des lentivirus. Vous voyez les protéines de la capside, de la matrice et la nucléoprotéine proviennent d'un gène que l'on appelle le gène GAG. Toutes les enzymes nécessaires à la réplication de ce virus proviennent de ce gène ici que l'on appelle le gène POL, la protéase virale, la reverse transcriptase et l'intégrase du virus. Les protéines d'enveloppe proviennent de ce gène ici et qui va donner naissance à la GP120, la protéine d'enveloppe la plus externe, et la GP41, la protéine transmembranaire. Et puis, ce qui caractérise aussi ces virus, c'est tous ces petits gènes que vous voyez ici qui vont donner naissance à des protéines qu'on appelle les protéines de régulation du virus, qui sont des petites protéines extrêmement importantes pour la multiplication du virus dans la cellule, mais ce sont aussi des protéines importantes car au-delà de servir à la multiplication du virus dans la cellule, elles vont servir aussi malheureusement à déréguler certaines fonctions des cellules infectées par ce virus du sida. La diversité génétique de ces virus du sida, d'ailleurs nous ne devrions pas parler du virus du sida mais des virus du sida. Je vous ai déjà dit qu'il y avait deux grands types, le VIH1 et le VIH2. On sait en fait que le VIH1 lui-même se subdivise en 11 sous-types différents et le VIH2 en 7 sous-types différents. On les appelle tous par une lettre. On parle du sous-type A VIH1, du sous-type B VIH1 et de la même façon pour le VIH2. Dans le VIH1, là aussi, on parle tout d'abord d'un groupe majeur VIH1. Le groupe majeur de VIH1, c'est lui qui est divisé en sous-types, appelé par une lettre. Mais on sait aussi qu'il y a, je vous le disais tout à l'heure, des phénomènes de recombinaison liés à, par exemple, lorsque une personne est infectée par un VIH1 de sous-type B, ce qui est fréquent, virus extrêmement fréquent dans nos pays du Nord. S'il est co-infecté, s'il s'expose à un virus, disons, sous-type D de VIH1, eh bien, il va y avoir une recombinaison, un réarrangement qui va aboutir à la formation d'un recombinant BD. Et ces recombinants, on les voit de plus en plus circuler. Ce sont ce qu'on appelle les formes recombinantes circulantes ou CRF. La première identifiée, c'est ce qu'on appelle le CRFO1, qui est en fait un virus mosaïque entre un sous-type A de VIH1 et un sous-type E de VIH1. Ce virus CRFO1, il a été identifié tout d'abord en Thaïlande, puis nous l'avions identifié nous-mêmes en République centrafricaine. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le nombre de virus recombinants qui circulent dans le monde devient de plus en plus important. Pour vous donner une idée,
en Afrique centrale, on estime que plus de 30% des virus qui circulent aujourd'hui en Afrique centrale sont des virus recombinants. En France, nous sommes touchés par les formes recombinantes de VIH1 puisque des données relativement récentes indiquent que 10% environ des souches de virus qui circulent en France sont déjà des virus recombinants VIH1. Au total, quel est le virus qui est le plus important au niveau mondial? Eh bien, au niveau mondial, aujourd'hui, c'est le sous-type C de VIH1. C'est lui qui est prédominant en Afrique du Sud, au Botswana, en Afrique du Sud, au Zimbabwe. C'est lui aussi qui est prédominant dans des pays comme l'Inde ou comme la Chine, même si dans ces pays-là aussi, on commence à voir des virus recombinants circuler. Le groupe N de VIH1 est un virus extrêmement rare. Nous l'avons, je vous le disais tout à l'heure, identifié au Cameroun. On l'a appelé N parce que il n'appartenait pas au groupe majeur. Il n'appartenait pas non plus au groupe O qui avait été identifié au Gabon et au Cameroun, mais aussi chez une patiente en France. Et donc, à l'époque, nous l'avions appelé non-M, non-O. Et le nom de groupe N est resté. Ces virus, aussi bien O ou N, restent très rares et très localisés dans la région Cameroun-Gabon. En fait, la distribution géographique des VIH1 dans le monde est très différente selon les lieux. Il est clair que l'Afrique subsaharienne qui est représentée ici, c'est là que circulent le plus de virus différents, aussi bien des sous-types VIH1 du groupe M que des virus recombinants, comme je le disais il y a un instant, sauf la région Afrique du Sud, où ce sous-type C est fortement dominant. La région d'Amérique, les États-Unis ont essentiellement du sous-type B de VIH, un groupe M qui circule, et l'Amérique du Sud aussi du B, mais aussi des souches F de VIH1. Vous voyez ici la région Asie où le C est fortement représenté aussi, mais où ont été identifiés d'autres sous-types, la fameuse CRFO1-AE en Thaïlande et qui est très majoritaire par contre, lui, au Cambodge et au Vietnam. Même si là aussi quelques cas sporadiques d'infection par d'autres virus ont été identifiés. En fait, on a deux profils, je dirais, d'épidémie. Cette distribution que vous voyez ici indique très clairement que le continent africain a malheureusement été le premier touché par cette épidémie, ce qui explique pourquoi on y trouve tant de virus différents. Et puis les pays où l'introduction du virus est plus récente, c'est le cas de l'Asie, où on voit une distribution encore très homogène du VIH1. Et je dirais qu'on a maintenant des pays intermédiaires où l'Europe, quelque part, est dans cette situation de pays intermédiaires avec un sous-type B toujours prédominant, mais de plus en plus de formes de virus recombinantes qui circulent. Alors, quelle est l'origine de ces virus du sida? Ça fait un certain nombre d'années depuis l'identification du VIH2, du sous-type 2 de VIH1, et l'identification de virus chez les singes, notamment le singe mangabé d'Afrique de l'Ouest, où la proximité génétique entre VIH2 et ces virus de singes d'Afrique de l'Ouest avait amené à penser que ces virus avaient peut-être une origine simienne. Pour le VIH1, ça restait toujours avec un point d'interrogation jusqu'à l'identification de ce VIH1N,
où, après cette identification du groupe N, nous avions regardé au Cameroun si chez des singes, chez des chimpanzés de cette même région, on trouvait des virus proches du virus HIV-1N. Et vous voyez sur cet arbre phylogénétique, un petit peu de façon similaire à ce que vous montrait Jean-Claude tout à l'heure, eh bien, nous sommes aperçus que le virus HIV-1N était effectivement très proche de certains virus du chimpanzé, et ce qui, une fois de plus, allait dans le sens d'un passage du singe à l'homme. Alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que là où les infections VIH2, je parlerai peu aujourd'hui des infections VIH2, car elles restent très localisées en Afrique de l'Ouest, ici. Et ces infections VIH2, on les retrouve justement dans la région qui est les régions d'habitat de ce mangabé enfumé, qui a probablement transmis le virus à la population humaine de cette région. Pourtant, les infections VIH2, là, on ne peut pas parler d'épidémie à proprement parler VIH2. Elles restent très localisées, très sporadiques, même si de temps à autre, on décrit une infection VIH2 en France, on décrit une infection VIH2 en Inde, mais ça reste toujours des cas sporadiques. Pourquoi ? On ne sait pas exactement pourquoi, si ce n'est que on sait que lorsqu'un être humain est infecté par VIH2, il a une quantité de virus circulante qui est beaucoup plus faible que lorsque quelqu'un est infecté VIH1. Donc, en d'autres termes, il est moins infectieux qu'une personne qui est infectée VIH1 par le VIH1, et donc l'épidémie progresse moins, puisque lorsque l'on a une relation sexuelle avec quelqu'un qui est infecté par VIH2, cette personne est beaucoup moins contaminante. Pour les infections VIH1, là encore, vous voyez que les virus de chimpanzés proches des virus N ont été identifiés dans cette région, mais dans cette région où les infections VIH1 sont fortement prévalentes, on sait aussi que ce sont des zones d'habitat des chimpanzés en Afrique. Donc il y a aujourd'hui bon nombre d'arguments pour nous laisser penser que le chimpanzé et le mangabé sont probablement à l'origine de passage des virus SIV vers l'homme. Il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas eu de passage également de singes infectés par des SIV d'autres espèces, puisque aujourd'hui il y a 26 espèces simiennes répertoriées en Afrique qui sont porteurs d'infections par des virus SIV. Néanmoins, jusqu'à présent, les études génétiques permettent de dire que les seuls virus proches des VIH1 et VIH2, ce sont ces virus de mangabé et ces virus de chimpanzé. Là aussi, les études génétiques permettent de penser qu'il y a eu autrefois probablement 7 passages indépendants chez l'homme de virus SIV et qui seraient à l'origine de ces infections VIH1 et VIH2. Ce sont donc des introductions extrêmement rares, mais qui seraient à l'origine de cette épidémie. Bien évidemment, l'épidémie elle-même aujourd'hui n'a rien à voir avec les singes, mais c'est l'homme lui-même qui est responsable de l'épidémie actuelle. Les dates de passage de ces introductions chez l'homme, certaines études génétiques estiment aussi que ces introductions ont pu se faire au début des années 1930, selon les auteurs, début des années 1900 pour certains, pour d'autres aux alentours de 1940. En moyenne, on pense vers 1930. Donc le VIH-Sida, je dirais, comme bien d'autres infections virales, semble correspondre à l'origine à une zoonose virale tout simplement.
Cette introduction est probablement ancienne, mais elle n'explique pas tout, car nous sommes un bon nombre de scientifiques dans le monde à penser que finalement ces singes sont probablement l'origine du virus lui-même n'est pas le singe, et que finalement cette origine du virus, on ne la connaît toujours pas. Probablement un autre animal, lequel, ça reste toujours le point d'interrogation. Nous pensons en fait que le virus provient d'une espèce inconnue, que ces animaux, les singes, ont été eux-mêmes infectés il y a plus de 10 000 ans. Pourquoi nous pensons cela? C'est qu'aujourd'hui, ces infections SIV chez les singes, contrairement aux infections humaines, sont des infections absolument non pathogènes pour le singe, c'est-à-dire que les animaux vivent sans développer aucun symptôme en Afrique, aucun sida, que les études génétiques des virus de ces singes ont montré qu'en fait il y avait eu une coévolution des espèces simiennes avec le virus et que cette coévolution a probablement est liée bien sûr à un phénomène d'adaptation entre le virus et son hôte, et que cette adaptation a abouti à la non-pathogénicité, à un équilibre entre le virus et l'hôte, l'hôte étant le singe. Par contre, lorsque, comme dans beaucoup d'autres infections virales, ce virus sort de l'espèce simienne pour passer à l'homme, cette fois-ci, cette infection redevient pathogène. Et la question que l'on peut se poser pour les infections VIH2, dont je parlais il y a un instant, c'est que si en fait ces infections VIH2 ne seraient pas plus anciennes et que l'on n'est pas chez l'homme dans un début de phénomène d'adaptation du virus VIH2 à l'homme. Bien sûr, en fait, beaucoup de recherches sont faites aujourd'hui sur ces infections non pathogènes, à Pasteur mais ailleurs aussi, pour essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi ces infections sont devenues non pathogènes chez les singes verts. Entre autres chez les singes verts, mais aussi chez les mangabés. Alors revenons au virus humain. Ce virus humain, il est introduit chez l'homme, il est introduit chez l'homme par voie sexuelle ou voie veineuse essentiellement, quelques cas bien sûr de transmission de la maman à l'enfant. Et cette infection va conduire à une infection primaire chez l'homme qui va toucher en fait les lymphocytes T CD4+, mais aussi d'autres cellules cibles du virus dont je vais parler dans un instant, entre autres les cellules dendritiques qui vont favoriser la dissémination aussi du virus dans l'organisme. Ce virus, associé aux cellules cibles, va migrer dans l'organisme, va migrer au niveau de ganglions, des ganglions, au niveau de tissus lymphoïdes. Les ganglions sont un des tissus qui vont être rapidement envahis par le virus. Les ganglions ne sont pas les seuls tissus lymphoïdes envahis. Il y a de plus en plus aujourd'hui de données scientifiques qui indiquent que l'intestin, qui est un organe lymphoïde en soi, l'intestin est envahi très tôt, extrêmement tôt, par le virus du sida. Et extrêmement tôt, après l'exposition au virus, il y a une perte des lymphocytes T CD4 dans l'intestin des personnes infectées par le VIH. Cette infection des organes lymphoïdes va conduire à une dissémination massive du virus dans ces organes qui vont être progressivement complètement détruits en fait. Et ces organes qui sont souvent les sites d'éducation de notre défense immunitaire, de la réponse immunitaire, ces organes vont être détruits avec des phénomènes d'activation des cellules de notre défense immunitaire, avec bien sûr des phénomènes d'inflammation au début, mais aussi une activation totalement anormale des cellules de l'immunité qui sont associées à cette infection VIH. Des phénomènes d'activation anormale qui sont liés à des déterminants du virus, comme par exemple l'enveloppe du virus, mais aussi à d'autres protéines du virus.
Ces phénomènes d'activation anormale des cellules de notre défense immunitaire, c'est en fait elle qui va à la fois accélérer la réplication du virus et entraîner en même temps la destruction des cellules de l'immunité, en particulier la destruction des cellules CD4, qui aboutit en bout de course à la destruction de toute défense immunitaire et donc à l'apparition des infections opportunistes associées au sida. Alors le lymphocyte TCD4, c'est la cible majeure du VIH, c'est clair, puisque dans un organisme, 90% des cellules qui sont infectées dans le corps sont des lymphocytes TCD4+. Ces lymphocytes TCD4+, vous le savez probablement, c'est en fait ce qu'on appelle souvent le chef d'orchestre de la réponse immunitaire, puisque c'est lui qui va donner des signaux aux lymphocytes B qui vont être à l'origine de la production d'anticorps. C'est lui qui va donner des signaux d'alarme aux lymphocytes TCD8 pour que ces cellules TCD8+ deviennent des cellules capables d'aller eux-mêmes tuer les cellules infectées par un agent infectieux. C'est lui aussi qui peut être capable de donner des signaux aux cellules tueuses naturelles. Il manque une flèche, je dirais, sur cette diapositive, c'est que là aussi, les cellules tueuses naturelles interagissent avec les cellules présentatrices d'antigènes qui jouent un rôle extrêmement important dans la défense immunitaire, puisque c'est elles qui, vont donner des signaux d'alarme aux lymphocytes TCD4. Donc on a une boucle ici entre les cellules tueuses naturelles qui interagissent avec les cellules présentatrices d'antigènes, en particulier les cellules dendritiques, mais aussi les monocytes macrophages, qui sont aussi des cellules présentatrices d'antigènes. Et cette interaction cellulaire multiple, c'est elles qui vont aboutir à notre défense immunitaire. Or, il se trouve que dans la maladie SIDA, que se passe-t-il? Quelles sont les cibles du virus? Le lymphocyte TCD4, je le disais il y a un instant, mais aussi ces cellules présentatrices d'antigènes, en particulier les monocytes macrophages et les cellules dendritiques. Donc, finalement, on aboutit à une infection qui s'attaque aux cellules qui jouent justement un rôle clé dans tous les signaux qui vont aboutir à la défense immunitaire. Cette diapositive résume déjà un petit peu ce que j'ai dit. Le lymphocyte CD4 infecté par le VIH, mais aussi, surtout, cette interaction dendritique CD4 qui peut déréguler elle-même les signaux qui sont nécessaires lorsque la cellule dendritique est infectée par le VIH. Même une cellule qui n'est pas touchée par l'infection VIH va recevoir des signaux anormaux de cette cellule dendritique. Il en est de même pour le macrophage. Alors, les lymphocytes TCD4+, je disais, plus de 90% des cellules infectées sont des lymphocytes TCD4+. On retrouve, en plus, dans ces cellules lymphocytaires, le virus soit sous forme intégrée dans le matériel génétique de la cellule, à l'état latent, à l'état dormant. Et on sait que dès que la cellule est activée par un signal qui peut venir d'une cellule présentatrice d'antigènes, à ce moment-là, la cellule va se mettre à répliquer le virus. Et le virus peut aboutir à la mort de la cellule. Alors là aussi, dans la diversité des VIH, on sait aujourd'hui, et ça, quel que soit le sous-type viral, ça n'a rien à voir avec la classification génétique dont je vous parlais tout à l'heure, on sait qu'il y a des virus qui vont utiliser comme deuxième molécule pour rentrer dans la cellule, le corécepteur que je mentionnais tout à l'heure, vont utiliser la molécule qu'on appelle CCR5, et ces virus-là, c'est les virus que nous appelons dans notre jargon les virus R5, les virus VIH1 R5. Eh bien, ces virus VIH1 R5, ils sont capables de se multiplier dans le lymphocyte TCD4,
ainsi que la deuxième catégorie de virus, VIH1, qui sont des virus qui utilisent un autre récepteur qu'on appelle CXCR4. Ces virus X4, eux, affectent les lymphocytes TCD4 et en plus induisent la mort de ces lymphocytes TCD4. Les virus CCR5 infectent aussi le lymphocyte TCD4, induisent aussi la mort, mais à un niveau beaucoup plus faible que les virus X4. Dans les monocytes macrophages, eux, vont être infectés préférentiellement par les virus R5. Ces monocytes macrophages, ils sont infectés, mais l'infection, le virus reste souvent intégré dans la cellule. Le niveau de multiplication dans le monocyte macrophage est beaucoup plus faible que dans le lymphocyte TCD4+. Si bien qu'on parle souvent pour ces monocytes macrophages de cellules réservoirs à virus. Des réservoirs à virus qui ne meurent pas d'ailleurs lorsqu'ils sont infectés par les virus R5, VIH1, ils ne meurent pas, ils persistent. Ces cellules infectées persistent et donc sont prêtes à transmettre le virus à des lymphocytes CD4 environnants. C'est un petit peu la même chose pour les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, en plus des récepteurs CCR5 et CXCR4, elles ont à leur surface une molécule que certains appelaient récepteur, et je ne pense pas qu'on puisse utiliser le mot de récepteur. C'est en fait une molécule qui va attraper le virus et l'emprisonner dans les dendrites. Et puis, lorsqu'elle l'aura emprisonné, sans qu'il rentre même dans la cellule, ces cellules vont migrer, parce que c'est une des fonctions de ces cellules dendritiques, c'est justement de migrer dans l'organisme et de migrer notamment jusqu'à nos organes lymphoïdes. Donc ces cellules ont le virus emprisonné dans leurs dendrites, il reste en vie et elles migrent dans l'organisme, arrivent au niveau des organes lymphoïdes secondaires, où au passage d'un lymphocyte CD4, eh bien, la cellule dendritique va transmettre le virus qu'elle a emprisonné au lymphocyte TCD4, où il va se multiplier. Donc c'est une sorte d'internalisation du virus dans les dendrites sans qu'il y ait de réplication virale à proprement parler. Cela dit, là aussi, dans ces cellules dendritiques, il peut y avoir une infection avec une réplication, et à la fois une infection et une réplication, soit des virus R5, soit des virus X4, selon le niveau de maturation et d'activation de ces cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques jouent un rôle très important donc, dans la dissémination des particules virales au sein de l'organisme. Quels sont les différents états dans lesquels on trouve le VIH dans ces cellules cibles? Soit on le retrouve dans la cellule à l'état ADN non intégré, soit on le retrouve sous différentes formes de provirus intégrés dans le matériel génétique de la cellule, et après activation, à ce moment-là, il va y avoir une réplication, il va être transformé en ARN, puis fabrication des protéines virales et fabrication de nouveaux virus que l'on peut mesurer dans le plasma en quantifiant l'acide nucléique du virus. Mais ce virus, y compris dans le lymphocyte TCD4, peut rester à l'état latent, dormant, dans le génome de la cellule. Et puis, nous avons aussi des virus VIH que l'on appelle des virus défectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'entité du matériel génétique au complet dans le matériel génétique de la cellule de l'hôte. Néanmoins, cette cellule-là, si elle est réaffectée par un autre virus, peut apparaître à ce moment-là un virus réplicatif. Alors venons-en, et le cycle de multiplication du virus du sida est assez complexe, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la première étape lorsque ce virus rencontre une cellule cible, c'est l'étape de reconnaissance. La première étape, son enveloppe, la GP120, va se fixer au récepteur du virus, la molécule CD4. Cette fixation entraîne un changement de conformation de l'enveloppe du virus qui va permettre à une autre partie de la protéine d'interagir avec les corécepteurs du virus, soit ces molécules CCR4,
CXCR4, soit les molécules CXCR5. Et c'est cette fixation suivie par la reconnaissance des corécepteurs qui va aboutir à l'entrée du virus dans la cellule. Et pour cela, il y a une étape précédente qu'on appelle la fusion. La fusion entre la membrane du virus et la membrane de la cellule qui fait intervenir la protéine transmembranaire du virus, la GP41. Cette fusion aboutit à la pénétration en quelque sorte du matériel génétique du virus dans la cellule hôte, dans la cellule cible, et c'est là que va commencer la copie de son matériel génétique, qui est, je le répète, de l'ARN à l'origine, en ADN, grâce à l'enzyme, la reverse transcriptase. Cette copie de l'ARN en ADN se fait dans un complexe qu'on appelle le complexe de préintégration. Et ce complexe de préintégration va devoir ensuite être pénétré dans le noyau de la cellule cible pour que l'ADN qui est nouvellement formé, l'ADN du virus, s'intègre dans le génome de la cellule. Toutes ces premières étapes du cycle de multiplication du virus font intervenir beaucoup de choses. Elles font intervenir des protéines du virus, en particulier des protéines de régulation du virus, sans rentrer dans le détail, mais elles font aussi intervenir des protéines de la cellule qui vont être capables, selon la quantité de protéines cellulaires présentes, capables de contrôler plus ou moins bien ces étapes précoces de la multiplication du virus dans la cellule. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, on sait que les virus humains se répliquent assez mal dans les cellules de singes. Et on ne savait pas pourquoi, puisque les virus sont extrêmement proches, puisque les virus humains et les virus du singe utilisent les mêmes récepteurs, mêmes corécepteurs. Et puis récemment, on s'est aperçu qu'en fait, il existe dans les cellules de singes des facteurs cellulaires qui sont capables de contrôler la réplication, les phases précoces de la réplication du virus dans les cellules simiennes. Et que ces facteurs-là existent chez l'homme, mais sont en quantité insuffisante pour arriver à contrôler la multiplication du virus. Donc on a finalement des facteurs cellulaires innés qui existent dans nos cellules et qui sont capables, plus ou moins bien, selon la quantité présente, de contrôler la réplication, la multiplication de virus comme le virus du sida. Ce sont des facteurs cellulaires, des facteurs donc qui vont dépendre aussi de la génétique de l'hôte. Et ces facteurs-là, il y en a qui agissent à ce niveau précoce, mais il y en a aussi qui vont agir à des niveaux plus tardifs ici, comme une fois que le virus a été intégré, qu'il a resynthétisé de l'ARN viral, qui va être exporté à l'extérieur du noyau de la cellule. Là aussi, on sait qu'il y a des facteurs à la fois du virus et à la fois des facteurs de l'hôte, comme ce facteur CEM15 qu'on appelle aussi ApoBec, qui est capable de contrôler la réplication du virus dans certaines cellules et pas dans d'autres. Donc un mécanisme complexe de réplication du virus qui fait intervenir à la fois des déterminants du virus et des déterminants de la cellule. Juste, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je viens de parler de ces facteurs de restriction de l'hôte capable de contrôler la réplication du virus. Je vous montre simplement ici une première liste des facteurs qui commencent à être soit identifiés déjà, soit des facteurs qu'on n'a pas encore identifiés, mais que l'on suppose exister comme étant des facteurs de contrôle de la multiplication du virus du sida dans ces cellules cibles. Je vous en parle car c'est un domaine en ce moment extrêmement chaud dans le milieu scientifique et que ces interactions, pourquoi est-ce un domaine chaud?
Si on connaît mieux ces interactions entre facteurs de la cellule et facteurs du virus, eh bien, on espère pouvoir développer de nouvelles approches, bien sûr, thérapeutiques, basées sur ces connaissances d'interaction entre des facteurs de la cellule et des facteurs du virus. Quelques mots sur la transmission de ces virus qui a abouti à l'infection d'abord aiguë, puis infection chronique chez la personne exposée au virus. Mettons-nous dans le cadre d'une transmission par voie sexuelle, la muqueuse, la muqueuse va être exposée à des sécrétions génitales qui en général contiennent à la fois du virus, qui peut être soit du virus R5, soit du virus X4, mais ces sécrétions génitales, elles contiennent en général aussi des cellules infectées. Ces sécrétions génitales, en fait, on sait de plus en plus que le matériel le plus infectieux en soi, ce sont les cellules infectées et non pas le virus libre. Ce virus libre, il est très fragile. En fait, le virus du sida est extrêmement fragile. Son enveloppe tient très peu à la surface du virus et elle se détache très rapidement. Donc, dans un environnement, à moins que ce soit un environnement où le virus vient juste de s'être multiplié, le matériel le plus infectieux, c'est la cellule infectée. Et ces cellules infectées qui bourgeonnent tout juste du virus à la surface de la cellule, eh bien, elles vont interagir avec des cellules de la muqueuse. Soit il y a des phénomènes de fusion, soit il y a des phénomènes de passage, soit du virus libre, soit de cellules infectées à travers soit des micro-brèches, soit par des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de transcytose à travers la barrière mucosale. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les virus qui sont transmis, ce ne sont pas les virus X4, mais ce sont les virus R5 qui sont transmis. Lorsqu'on étudie quelqu'un qui vient d'être exposé malheureusement au virus, les virus que l'on détecte chez cette personne, ce sont des virus R5, même si la personne contaminante avait des virus R5 et des virus X4. De l'autre côté de la barrière, il y a toutes les cibles pour le virus. Il y a les cellules dendritiques, il y a les cellules lymphocytes CD4, il y a les monocytes macrophages. Ce sont les cellules dendritiques qui majoritairement vont migrer et arriver au niveau de ces organes lymphoïdes, qu'il s'agisse des ganglions ou, comme je disais tout à l'heure, des intestins, avec toutes les données récentes extrêmement intéressantes et nouvelles sur les intestins. Au niveau de la muqueuse elle-même, les cellules dendritiques sont dans la sous-muqueuse à l'état immature. Et ces cellules, ce sont ces cellules-là qui expriment cette fameuse molécule dont je parlais tout à l'heure, la molécule d'Icisine, qui va emprisonner les particules virales. Et ces particules virales emprisonnées vont migrer donc dans ces tissus lymphoïdes. Et le virus qui est protégé ainsi va être transmis aux lymphocytes CD4 présents dans la zone T de ces organes lymphoïdes. Et vous voyez ici une coupe de ganglions, justement, d'un patient infecté par le VIH. Et très tôt, après l'exposition au virus, dans les phases aiguës de l'infection, on commence à voir un envahissement de ces ganglions. Ici, c'est par une technique qu'on appelle l'hybridation in situ, où on voit les cellules en noir, marquées en noir ici, qui répliquent le virus. Vous voyez que toute cette zone-là, c'est une zone T du ganglion. Là, c'est la zone des cellules B du ganglion, où on voit aussi quelques cellules infectées qui ne sont pas des lymphocytes B, mais qui sont d'autres cellules cibles comme des monocytes macrophages. Progressivement, ce ganglion est détruit. Progressivement, on s'aperçoit que les lymphocytes au sein de ces ganglions ont des marqueurs d'activation chronique.
qui aboutissent à la destruction du tissu et à ce niveau de réplication virale extrêmement important dans les ganglions. L'activation, là aussi, je dirais 23 ans après la découverte du virus, c'est très curieux d'ailleurs parce que je me souviens d'un papier que nous avions écrit en fin 1983, où on en était qu'à l'état très hypothétique et on faisait des schémas hypothétiques sur comment le virus du sida peut détruire ces lymphocytes CD4 alors que tous les lymphocytes CD4 ne sont pas infectés. Et à la fin de cette revue générale, on avait un schéma hypothétique où on disait, eh bien, s'il y a une activation, comme on avait montré que pour qu'il y ait multiplication du virus, il y avait besoin d'activation, eh bien, si quelqu'un est exposé, et on prenait l'exemple des hémophiles, par exemple, qui à l'époque étaient fortement et sont encore traités par des dérivés sanguins, on sait que le traitement par des dérivés sanguins entraîne une activation immunitaire qui allait être favorable à la réplication du virus et donc à la dissémination du virus. Et que cette activation elle-même de la réponse immunitaire, finalement, pouvait être délétère. Ça n'était qu'à l'état d'hypothèse à l'époque, et finalement, 23 ans après, on a de plus en plus d'arguments, à la fois par des études chez les patients non traités versus chez les patients sous traitement, que l'activation T, aussi bien l'activation TCD4 ou l'activation TCD8 est totalement anormale chez ces patients infectés par le VIH, qu'il y a que ces cellules activées vont vers la mort même si elles ne sont pas infectées par le VIH. Et cette mort cellulaire entraînée par l'activation anormale de ces cellules TCD4+, ou TCD8+, elles font intervenir à la fois des déterminants viraux ANV, mais aussi des déterminants viraux comme par exemple une protéine de régulation du virus qu'on appelle la protéine TAT. Donc des phénomènes d'activation permanente entraînant la mort des cellules TCD4. Madame Barré-Sinoussi, excusez-moi, si vous pouviez conclure parce qu'il ne nous reste plus du tout de temps. On doit fermer l'auditorium à 8h30, excusez-moi. Je finis. Je vais passer. Voilà. Alors je vais conclure justement en disant que au bout de ces 20 années, je ne vais pas pouvoir parler en détail de tous ces résultats accumulés sur les traitements, mais il est clair que la connaissance de ce cycle de réplication du virus dans ces détails a permis de montrer, et de la diversité du virus, de sa capacité à échapper à la fois à la réponse immunitaire de l'hôte et à la fois à la thérapeutique, a permis d'aboutir aux thérapeutiques que l'on a aujourd'hui, que l'on connaît sous le nom des trithérapies, qui permet ce bénéfice évident pour les patients qui sont sous traitement, sous trithérapie depuis les années 1990. Mais rien n'est encore complètement résolu puisqu'on sait qu'il y a des échecs thérapeutiques, des échecs cliniques, des échecs immunologiques, des échecs virologiques avec l'émergence de résistance au traitement et qu'il nous faut encore pour demain de nouveaux traitements pas aussi lourds que les traitements actuels et surtout de nouveaux traitements qui n'entraînent pas les effets indésirables de ces antirétroviraux qui posent de plus en plus de problèmes dans nos pays et qui vont en poser demain dans les pays du Sud. Ces antirétroviraux qui posent les problèmes d'anomalies mitochondriales, de lipodystrophie, de troubles de troubles cardiaques, de l'ostéoporose également et des ostéopénies qui sont liées à ces traitements à long terme par des antirétroviraux. Donc un long chemin a été parcouru, il en reste encore un très long à parcourir pour avoir
de traitement réellement efficace à long terme pour traiter cette maladie VIH-Sida. Et bien sûr, tout le monde espère qu'il y aura un vaccin, ce qui n'est pas forcément évident vu l'atteinte de toute la défense immunitaire par ce virus du sida. Je vous remercie. Merci Madame Françoise Barré-Fixine aussi.